Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, un podcast attendu cette semaine. Ben, vous l'avez teasé d'ailleurs, la semaine dernière, on a voulu attendre un peu, prendre un peu de recul avant d'évoquer les gros trades de cet été et de ce début de saison d'ailleurs, à savoir Lillard et Harden, vous l'avez deviné. Mais avant d'y être, avant d'en parler, avec moi cette semaine, je viens de le citer, il est une nouvelle fois membre du podcast du jour, c'est Ben. Comment ça va Ben? Ça va très bien, Adrien. Effectivement, on a pris notre temps pour en parler de ces deux trades. Donc là, on va pouvoir avoir quelques matchs de recul pour discuter à la fois de l'arrivée de Damian Lillard du côté des Bucks et de James Harden du côté des Clippers. Donc ça va très très bien. Eh bien parfait, troisième membre du podcast de la semaine, c'est l'autre supporter de l'OM d'ailleurs, avec Ben. Décidément, je suis assez mal entouré aujourd'hui, c'est Madiane. Comment ça va Madiane? Eh ben ça va. Avec un ami supporter de l'OL, 3 personnes destinées à souffrir toute cette saison en Ligue 1, donc intéressons-nous au basket plutôt. Oui, c'est ça. Intéressons-nous à la balle orange. Nous sommes donc trois, évidemment, du côté des micros cette semaine. Évidemment, côté enceinte ou casque, d'ailleurs. Il y a nos auditeurs, nos auditrices. On vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous. On vous souhaite la bienvenue sur tous les supports, peu importe celui que vous avez choisi, plateforme de podcast, YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à nous y rejoindre, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait. Mais je le disais, cette semaine, Dunk Hebdo va s'attaquer au cas Harden et Lillard, au cas, comme tu le disais, Ben, Bucks et Clippers. Pour être un peu plus précis, c'est parti. Alors messieurs, on a décidé collégialement de commencer par le trade le plus frais, celui où on a le plus petit échantillon de match, le fameux cas Harden. Alors remise en contexte, après les grandes discussions, on va pas revenir sur toute l'épopée Harden, je vais l'appeler comme ça. Il a finalement été transféré donc aux Clippers en compagnie de PJ Tucker et de Philippe Petrousev, on va le citer aussi. Et de l'autre côté, Philadelphie a récupéré notamment Nico Batum, Robert Covington, Marcus Morris, KJ Martin et plusieurs picks, avec au milieu une entourloupe du Thunder, bien entendu, dès qu'on parle de pick de draft. Mais la première question, elle va avec le contexte, c'est la temporalité de ce trade. On en parlait un petit peu d'ailleurs avant de lancer l'enregistrement. Ben, je vais te lancer là-dessus. Trade un peu surprenant puisqu'il a eu lieu après 3 matchs de saison régulière. Qu'est-ce que t'évoques tout ce contexte, en tout cas dans un premier temps, autour de ce trade? Eh ben, ce qui m'évoque, c'est une révélation de Shams Charania qui expliquait que les propriétaires d'un côté, Steve Ballmer, des Clippers et le propriétaire des Sixers se sont appelés à un moment et ont plus ou moins accéléré le deal parce que je pense que c'est un deal qu'on ne peut pas comprendre sans évoquer l'aspect hors terrain. On en a déjà parlé à l'occasion du post-mortem des Clippers, mais il faut le réévoquer. Les Clippers vont ouvrir une nouvelle salle la saison prochaine. Voilà le grand projet de Steve Ballmer. À la fois, c'est bien sûr, ça a été d'acquérir les Clippers, mais c'est aussi celui de la salle. Et pour la construction d'une nouvelle salle, il faut créer un peu d'engouement autour de cette équipe des Clippers qui en manquait. Il faut être honnête, on est sur des saisons qui se répètent, beaucoup de blessures, des campagnes de playoffs un peu décevantes. Et il y a un storytelling qui s'est développé, alors qui est pas très prégnant, je pense, du côté de ce côté-ci de l'Atlantique, mais qu'il est vraiment beaucoup en Californie pour écouter des podcasteurs ou lire des articles de là-bas. Il y a ce storytelling autour des 4 joueurs, donc Paul George, Russell Westbrook, Kawhi Leonard et James Harden, les 4 joueurs qui sont nés dans la zone Californie, qui ont grandi là, et de faire un peu de ces 4 joueurs les fers de lance de cette équipe des Clippers, c'est un aspect qu'il faut pas dénigrer, qu'il faut pas mettre de côté parce que je pense qu'il a joué beaucoup dans le calcul de Steve Ballmer. Après, si on est obligé un peu d'évoquer la position des Sixers, il y avait aussi celle d'une franchise qui était un peu prisonnière de sa superstar qui certes était revenue dans l'effectif mais qui voulait clairement pas jouer parce qu'il y avait une relation qui était un peu complètement détériorée, vraiment une relation qui allait mener à nulle part. Donc, il y avait cette volonté aussi de leur côté d'appuyer pour faire le trade. Donc, effectivement, la temporalité est très très bizarre. Après, on est sur une intersaison étrange un peu du côté des Sixers aussi avec ce qui s'est passé. Donc, c'est intersaison étrange, négociation étrange, temporalité étrange, j'ai envie de te dire. Temporalité étrange, mais début de saison aussi, ce à quoi tu me fais penser en disant tout ça, c'est qu'aussi que ça semblait un peu forcé. On le voyait arriver, ce trade depuis un moment, bien sûr. Et les deux équipes sont toujours dans cette position de négociation entre le gros joueur, la contrepartie de l'autre côté. Elles ont fini par céder en début de saison plutôt qu'en février, ce qui peut arriver souvent. Peut-être aussi pour une raison, voilà, pour toute cette saison. Les deux équipes, ça les arrangeait finalement de régler ça le plus vite possible pour peut-être avoir le temps de développer des automatismes ou ensuite avoir peut-être du recul pour plus de moves en février. Je sais pas, c'est une autre raison comme ça qui me vient. Toi, Madiane, comment tu analyses tout ça? Moi, j'avais une analogie pour ce trade côté Sixers. C'était un peu la position dans laquelle se sont retrouvés les Wolves avec Jimmy Butler qui tente de forcer son départ. C'est
t'avais pas forcément envie de le faire, mais du coup, la personne te laisse pas le choix. Sauf que comme tu t'es engagé et que tu as été obligé de sacrifier des choses. À l'époque, les Wolves avaient sacrifié la Vine et puis du coup, là, les Sixers avaient sacrifié Ben Simmons. Comme t'as sacrifié des choses pour ça, bah, t'as pas envie de le faire. Mais comme la personne ne veut de toute façon rien entendre, bah, t'es obligé de céder. Mais si tu cèdes tout de suite, c'est peut-être pas un bon signal. Donc je pense que c'est aussi ce qui a fait traîner les choses côté Sixers, c'est qu'il n'y avait pas la volonté de céder immédiatement, mais ils allaient être forcément obligés de céder parce que de toute façon James Harden ne voulait pas jouer. Et moi je l'interprète aussi comme ça, c'est qu'ils se débloquent un peu plus tard dans la saison, un peu pour pouvoir se mettre dans la position, on a cédé, mais on a tenu quand même assez longtemps la barre en disant non, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie de faire ce trade. Oui, puis ça permet aussi de faire un petit peu de tenter en tout cas de faire monter les enchères. Et puis on a aussi un cas particulier, c'est que souvent dans ce genre de trade, on a deux équipes qui n'ont pas tout à fait les mêmes ambitions. Là, alors c'est pas tout à fait les mêmes également, mais on est quand même sur deux contenders finalement. Philly qui vise les premières places à l'Est, après pour aller au bout on verra, et les Clippers qui sont, comme depuis quelques temps, tu le disais Ben, l'objectif des Clippers là depuis le projet Paul George Kawhi, je vais l'appeler comme ça reste d'aller au titre. Donc les deux équipes, ça arrange un peu tout le monde quand même de vite tout mettre en place parce qu'on a une saison qui doit se finir du mieux possible à la fin. Exactement, il y avait aussi c'est là où le trade est un peu étrange, c'est que quand, en théorie, s'il y a cette volonté d'aller vite, on aurait pu espérer que le trade soit fait en avant, surtout pour pendant le training camp, créer des automatismes. Ça n'a pas été le cas, ce qui explique ce qu'on voit en partie sur le terrain. C'est ça qui m'interroge beaucoup sur les réactions que j'ai pu lire à la fois sur les Clippers et sur les Bucks, notre équipe de la seconde partie. C'est qu'on est face à des équipes qui ont tradé très tard. Alors certes, les Clippers encore plus tard que les Bucks, mais on peut pas s'attendre face à des équipes qui ont chamboulé leur effectif au début de saison, des débuts de saison qui sont déjà très souvent difficiles, d'avoir du beau basket sur le terrain. Donc, moi, je vais pas dire ce qui se passe sur le terrain m'a pas étonné, je dirais juste que je pense que on devrait, surtout avec cette équipe des Clippers, leur donner un peu de temps. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, je pense, dans la partie terrain de ce podcast. Oui, c'est peut-être aussi ce qu'on va démontrer dans les deux, dans les deux cas du jour, mais effectivement, bah voilà, la transition est toute faite. La remise en contexte étant faite, parlons du terrain. Alors, on est sur 6 petits matchs, forcément, depuis le trade d'Harden aux Clippers, donc un échantillon assez faible, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont passées, notamment des changements autour de la line-up du starting 5, du 5 de départ des Clippers, puisqu'on a appris il y a quelques jours maintenant que Westbrook allait accepter, en tout cas au moins temporairement, de démarrer sur le banc, puisque bon, l'association entre les deux marchait pas beaucoup. Alors, il y avait un historique, bien sûr, mais ils avaient la volonté de se retrouver. Alors, Madiane, je vais te lancer maintenant dessus. Qu'est-ce qu'on pense de ce début, de ces 4 grands noms, comme disait Ben, de Los Angeles, de cette association, donc Westbrook, Harden, Kawhi, Paul George? Eh ben, ces 4 grands noms ont joué 58 minutes ensemble, associés à Ivica Zubac, qui est un peu la seule option qui pouvait exister. C'est l'une des pires line-up que les Clippers sont alignés récemment, avec un net rating de moins 14,1. Et là où c'est très étonnant, c'est l'attaque qui ne fonctionne pas. On parle pas vraiment de défense, c'est l'attaque qui n'a pas fonctionné dans ce cas-là, avec des réussites au tir en dessous de tout. On est en pourcentage de tir réel à 42,6%, donc on est en dessous de tout. Et je pense que ça, c'est lié au fait que Harden disait lui-même « Je suis un système ». Bah oui, c'est le cas. C'est le cas. C'est un joueur qui en est un foncièrement, qui l'a été aux Sixers, malgré tout, même s'il y avait Joel Embiid qui était MVP en titre, c'était très teinté autour de James Harden. Et le problème, c'est que Westbrook est aussi un énorme porteur de balles. Et là, il y avait un peu une contradiction qui a sauté aux yeux à tout le monde et qui a sauté aux yeux aussi du coach et du front office, c'est qu'il y avait un problème à gérer et que finalement, ce problème va s'atténuer parce que ils auraient pu, je pense, réussir à trouver un compromis, mais je pense qu'il n'aurait pas été efficace. Et que là, le compromis trouvé avec un Westbrook qui vient accepter de sortir du banc permettra à un peu plus Harden de faire système qui, je pense, est une bonne chose au vu de ce que sont Kawhi Leonard et Paul George. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont un joueur pour faire système à leur place. Maintenant, oui, Westbrook ne pouvait pas s'insérer dans une telle line-up, c'était absolument contre-productif. C'est pas un assez bon shooter ou joueur off-ball
rentrer dans les cases autour d'un ball handler dominant qui est James Harden. Ce que tu nous dis, c'est qu'il y a et je le pense aussi, hein, mais c'est qu'il y a un changement d'identité. En fait, ce trade, il implique un vrai changement d'identité, parce que j'ai évoqué rapidement les noms de Batum, de Robert Covington et de Marcus Morris. Mais là, ça y est, en fait, ce qu'actent les Clippers en faisant ce trade, c'est la fin de leur période. On empile les ailiers, peut-être qu'on va jouer en switch all avec tout le monde. Peut-être que c'est une leçon des dernières saisons, hein, d'ailleurs, qu'ils ont voulu tirer. Et on sacrifie notre ancienne identité pour une nouvelle, alors qui est peut-être un peu plus classique, mais qui implique d'autres contraintes. Tu l'as dit, Madiane, d'ailleurs, et je l'avais noté, c'est que du coup, en jouant avec Harden, Westbrook, deux défenseurs, pas mettre dans un système switch all et des défenseurs sans ballon, disons, inégaux selon les soirs, ça t'oblige de jouer avec un pivot plus classique. Donc tu te retrouves en l'occurrence là avec Zubac, puisque Plumlee est encore blessé, puis tu as Daniel Theis donc, qui fait quelques minutes, mais tu as toujours un pivot ou presque qui joue. Tu peux plus jouer avec un Robert Covington faux 5 défensif, et tu te retrouves avec des problématiques du coup offensives, parce qu'il y a les deux côtés, mais tu as commencé par parler de l'attaque, donc je vais parler de ça aussi, de spacing. Et le spacing est compliqué à mettre en place. Ben, qu'est-ce que tu penses du coup, toi, de ce changement d'identité avec cette nouvelle mouture sous Harden? Oh, t'as mis le doigt dessus, c'est un changement d'identité pour une équipe qui, globalement, jouait beaucoup sur du drive and kick, beaucoup sur du tir à 3 points, qui finissait très très peu au cercle. Ça reste une équipe, quand on regarde les stats sur les dernières années, qui se classait année après année parmi celles qui tentaient le moins de tirs au panier, qui tentent très très peu au cercle. Donc il y a un changement, il y a aussi un changement tout simplement parce que c'est cette version Kawhi Paul George des Clippers. James Harden, c'est de très très loin le meilleur porteur de balle qu'ils ont jamais eu, en fait. Et ça implique beaucoup de changements. Ça implique, alors je vais en parler, je pense que ça implique une sous-responsabilisation de Kawhi qui, moi, je sais pas si elle est voulue ou si c'est pas une... Enfin bref, j'ai beaucoup de théories sur ça, mais ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne la nécessité d'avoir, tu l'as dit, un pivot, Adrien. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant, c'est que pendant cette période, je trouve que là, il y a eu une faiblesse dans le fait de pas remettre en contexte ce qui s'est passé sur 2-3 matchs des Clippers, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait la blessure de Plumlee, Theis n'était pas encore arrivé, donc il jouait beaucoup avec un small ball. Mais c'était plus par défaut, en fait, que Ty Lue faisait ça, parce qu'on l'a vu direct dans le match contre les Rockets, où en fait, Theis et Zubac jouent pratiquement tout le match. Il n'y a pas de minute small ball, parce que Ty Lue sait, et Ty Lue peut être critiqué pour plein de choses, que je pense il continue peut-être à s'accrocher un peu trop à son small ball parfois, mais je pense que là, les changements commencent à être faits. Il n'y a plus une minute small ball, et ça, c'est quelque chose qui va changer, et que je pense que l'inquiétude qui s'est créée autour des Clippers prenait pas en compte le fait qu'il y avait personne derrière Zubac. C'est-à-dire que oui, tu avais 35 minutes de match. Dans le match contre les Nuggets, il y a des séquences où c'est Harden qui défend Jokic au poste. Bah oui, bah là, on s'approche de la blague. Donc, effectivement. Après, sur le changement d'identité, moi, je trouve que c'est vraiment là où il faut leur donner du temps, parce que un mec comme Zubac, par exemple, il n'est pas habitué à avoir un porteur de balle qui peut aller le chercher de manière aussi récurrente et lui offrir les passes. Pour ce qui est de la création loin du ballon, c'est des choses auxquelles ils sont pas encore habitués, en fait. C'est des choses auxquelles ils ont pas... C'est un environnement qu'ils n'ont pas encore connu. Donc moi, vraiment, je voudrais qu'on leur laisse le temps. Parce que, par exemple, si on regarde les stats, ils sont numéro 2 en termes d'efficacité sur le pick and roll ball handler. C'est très bien. Mais ils sont derniers sur le rollman, en fait. Parce qu'il leur manque des mecs qui peuvent faire ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas été construits comme ça. C'est là où, en fait, la temporalité est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas construit l'effectif pour avoir un porteur de balle comme James Harden. Mais moi, ce changement, il m'inspire plutôt des bonnes choses, et je vais répéter la même chose par rapport à Milwaukee plus tard, dans une optique de post-season, en fait. Il ne faut pas qu'on juge ces équipes-là sous le prisme de la saison régulière, parce qu'elles construisent pour avril, je pense. Je vais juste rajouter quelque chose en te relancer, Madiane, parce que justement, c'est quelque chose que j'avais noté, cette histoire de post-season, c'est que une autre stat, Ben, qui va dans le même sens, c'est que l'année dernière, les Clippers, ils sont 17e sur demi-terrain. Et on sait qu'en playoff, ça se resserre. Ils ont eu une attaque peut-être un peu plus prévisible, parce qu'il n'y avait pas de ball handler primaire de très très haut niveau. Donc ça va leur permettre peut-être un peu de varier, justement, on l'a vu, ça a commencé par faire du à toi à moi, mais ce qui est normal, ils viennent d'arriver, donc une fois Harden, une fois Westbrook, une fois Kawhi, une fois Paul George, mais au fur et à mesure peut-être d'avoir plus de solutions différentes et d'être plus efficace, notamment en vue des playoffs. Pour la saison régulière, tu as perdu un peu de profondeur, mais aussi tu as peut-être l'avantage de, si tu as, on le souhaite jamais évidemment, mais on connaît l'historique des différents joueurs de l'effectif des Clippers, si tu en as un ou deux qui doivent se reposer pendant quelques temps, eh bien tu en as toujours un autre et tu as toujours des solutions alternatives. Donc peut-être que des deux côtés,
Ça, c'est plutôt, on peut être un peu plus optimiste que ce qu'on peut voir en 6 petits matchs jusque-là. Diane, toi, qu'est-ce que t'en penses? Un point qui est intéressant, c'est que les meilleures versions de Kawhi Leonard et Paul George ont toujours été où ce n'était pas eux qui étaient ball handlers primaires et avaient une très bonne qualité collective de gestion de la balle. Kawhi Spurs, Kawhi Raptors, Kawhi aux Spurs, c'était un finisseur d'action, absolument pas un ball handler primaire. Et Kawhi Raptors, il y avait un Kyle Lowry. Donc c'était très différent. Et pour ce qui est du cas Paul George, la version quand même Oklahoma City, où il y a eu quand même un moment, il était dans la discussion du MVP sur cette saison avant sa blessure, c'était une version très forte de Paul George, mais le ball handler principal était Russell Westbrook. Donc il faut voir que je pense que cette version-là des Clippers a effectivement montré un plancher très bas, mais évidemment l'effectif n'est pas fait pour ça, et justement l'arrivée de Daniel Theis instantanément après le trade, c'est le signe fort que tout le monde l'a compris au sein des Clippers, ce qui est très bon signe. C'est-à-dire que ils se sont tout de suite dit, bon les gars, il va falloir des 5. Donc déjà ils le savent, et de deux, je pense que c'est celle qui a le plus gros potentiel, parce que Kawhi Leonard et Paul George ont montré par moments dans des matchs décisifs en playoff des faillites, mais des faillites liées au fait qu'ils n'avaient plus le moyen d'être au sommet de leur art facilement, parce que l'intention était facilement concentrée sur eux, et qu'il suffisait de réussir à faire en sorte que la circulation du ballon leur soit plus difficile, l'accès au ballon leur soit plus difficile dans de bonnes conditions, pour que derrière leur qualité de finition s'affaiblisse, parce que ce ne sont pas des ball handlers élite. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui va avoir cette attention-là, qui est en plus un très 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 bon organisateur de jeu, ça va rendre, je pense, de facto ces deux joueurs beaucoup plus dangereux que tout ce qu'on a vu dans les dernières faillites des Clippers. Moi, là où j'aurais un bémol par rapport à ça, alors l'échantillon est très très court, mais je trouve que Paul George est très très souvent à l'initiation en fait. Je pense au match, quand je cite les deux mêmes matchs en fait, contre les Nuggets où il fait un très très bon début de match, et contre les Rockets aussi où il fait un bon début de match et il s'écroule après. Paul George, c'est le joueur par match qui touche le plus de ballons du côté des Clippers. Alors, faudra surveiller, parce qu'avec le temps, je pense que ça va s'égaliser. Mais en tout cas, sur les 6 matchs de l'expérience Harden, au moment où on enregistre, il a 63 ballons touchés par match. Moi, ce qui m'embête, pour l'instant, c'est que je vais du coup axer là-dessus. Kawhi est complètement surresponsabilisé. C'est-à-dire que quand on regarde en termes de ballons touchés, Kawhi est dans le quatuor, il est numéro 3. Sauf qu'en fait, il touche 48 ballons. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Il touche 48 ballons par match. Russell Westbrook en touche 47. Sauf que Westbrook joue 10 minutes de moins. En fait, en termes de ballons touchés à la minute, disons, ramenés à la minute, Kawhi est vraiment vraiment absent. Et encore une fois, parce que c'est leur seule victoire pour l'instant, dans ce match contre les Rockets, Kawhi tire 4 fois de tête dans le premier quart. Et son deuxième tir, dans la première mi-temps. Et son deuxième tir arrive avec 6 minutes restantes dans le deuxième quart-temps. En fait, le fait d'avoir un joueur qui a beaucoup la gonfle comme James Harden, et d'avoir d'un côté un Westbrook qui est sur le banc, qui du coup va peut-être demander des ballons quand il sera en alternance avec James Harden, et un Paul George qui est beaucoup à l'initiation, beaucoup au début des actions, fait que Kawhi est sous-responsabilisé. Et moi, c'est un vrai problème que j'ai, parce que la version ultime de cette équipe, c'est Kawhi qui est le meilleur joueur sur le terrain. Et pour être le meilleur joueur sur le terrain, il faut quand même qu'il ait le ballon parfois. Donc, il a su rétablir ça. Par exemple, dans ce match contre les Rockets, il prend beaucoup de tirs dans le troisième et il instaure quelque chose. Mais je trouve que c'est le début d'une équipe qui joue avec 4 joueurs qui veulent le ballon. Mais il faudrait pas que ça vienne à continuer, quoi. Je trouve qu'il est vraiment pas assez mis en avant. C'est marrant, j'avais noté un peu le même type d'inquiétude, mais pas sur la même chose. Tu l'as que sur Kawhi, moi c'est global sur l'équipe. Il y a quand même, si on la regarde, enfin pour les minutes où tu vas te retrouver en plus avec Westbrook et Harden, ce qui a l'air d'être de plus en plus limité, mais je pense que c'est logique, un souci de spacing en fait, tout simplement. Et c'était déjà le cas la dernière fois qu'on a vu Westbrook et Harden ensemble aux Rockets, et c'est assez ironique parce que ils avaient fini par trade Clint Capella pour récupérer Robert Covington à l'époque. Donc finalement, voilà, on retrouve un des noms, enfin en tout cas qui est parti des Clippers.
Donc moi, ce que je me dis, c'est que dans cette situation, tu as un problème de spacing, tu as envie d'utiliser donc la menace finalement. Tu aimerais avoir une menace catch and shoot de Harden qui joue sans ballon ou de choses comme ça, où tu vas te retrouver des fois à utiliser Kawhi justement de la même façon dans un corner pour faire peur pour les drives de Harden, etc. Donc effectivement, ça les limite par rapport à leurs compétences, chacun ici là, ou en tout cas leurs compétences principales. Donc moi après, ce que je me dis, c'est que c'est aussi possible qu'au fur et à mesure qu'on avance, un move de début de saison a aussi cet avantage-là, c'est qu'ils peuvent peut-être réfléchir d'ici février à faire d'autres choses. Alors le problème, c'est qu'en termes de flexibilité, là, on commence à être ric-rac de chez ric-rac du côté des Clippers, et même dire ça, c'est un euphémisme. Donc voilà, mais je me dis qu'effectivement, il va falloir faire attention notamment à ça, et aussi à qui va terminer les matchs, et bien que Westbrook ait l'air plutôt... comment dire, qu'il accepte jusque-là, enfin qu'il ait dit accepter de jouer sur le banc, de démarrer sur le banc, jusqu'au bout de la saison, selon les minutes qu'on lui donne, selon les responsabilités qu'on lui donne, c'est quand même à surveiller, parce qu'on a quand même quelques joueurs ici et là avec, disons, l'ego a déjà fait parler, notamment autour de James Harden. On a plusieurs éléments effectivement qui sont liés en fait à la construction d'effectifs qui n'avaient pas prévu d'intégrer James Harden et c'est très évident. Ce qui est effectivement le spacing, c'est compliqué maintenant. Ça l'était beaucoup moins avant dans leur stratégie drive and kick, mais forcément comme ils ont tout envoyé pour récupérer Harden, ils ont quasi personne. Et de deux aussi, c'est sur ce poste de pivot où là par contre, vu qu'on parle de play-off, parce que clairement, le but c'est de gagner avec cette équipe et tout autre résultat que gagner avec cette équipe, aller à la ligne, ça dépend de comment tu perds en finale, finale de conf. À partir de finale de conf, on peut considérer que ce n'est pas un échec, mais attention au facteur pivot, parce que le facteur pivot, si tu affrontes, imaginons par hasard, les Dallas Mavericks, j'allais dire les Dallas Mavericks, j'aborde pas la question des Nuggets, parce que, Amy, tu perds contre les Nuggets en finale de conf, est-ce que c'est vraiment un échec? Voilà. Mais par contre, les Dallas Mavericks, t'as quand même un problème sur ton poste 5, où tu peux te faire exploser et avoir tes pivots qui peuvent pas jouer, et on a bien vu que quand tu ne peux pas avoir tes pivots qui jouent, tout tombe un peu à l'eau pour essayer d'avoir une défense à peu près stabilisée dans cette équipe. Et c'est un peu ce qui m'inquiète, moi, dans la construction, c'est que les faiblesses sont identifiées. Je suis pas sûr que tu vas récupérer un très bon 3&D qui pourra faire le job du coup sur ton 5 titulaire, parce que tout ce que tu vas récupérer, c'est un peu des restes, à moins qu'il y ait des énormes opportunités de marché. Mais toutes ces choses coûtent cher. Déjà, de base taille, ça doit pas se passer, de base. Déjà, ça, c'est un miracle. Ouais. Oui, déjà taille, c'est un miracle. Mais moi, je suis inquiet sur ces deux faiblesses. Et j'ai pas l'impression que tu vas récupérer le meilleur pivot du monde ou le meilleur poste 2 du monde à la trade deadline. Ce serait illusoire de penser ça. Donc, quand même, tu risques de te présenter un peu sous un visage un peu relifté de ces Clippers, mais pas beaucoup mieux en playoff. Et mine de rien, il y a des petites faiblesses évidentes. Et c'est amusant parce que Manian vient de pointer des faiblesses défensives avant tout, alors qu'on vient de parler surtout nous de l'attaque, pour conclure autour de ces Clippers, qu'on a quand même à peu près fait le tour sur 6 matchs. On peut pas non plus tirer de grandes conclusions. On va plutôt parler de tendance et voilà, d'optimisme ou d'inquiétude, justement. J'ai envie de vous relancer là-dessus. Ben, d'ailleurs, dans un premier temps, vu qu'on vient d'entendre Manian. Est-ce que toi, t'es inquiet ou non, où tu les vois aller à la fois pour la saison régulière puis pour les playoffs, parce que c'est vrai qu'on la saison régulière, ils n'ont pas démarré très très fort, et attention parce qu'à l'Ouest, la course, elle est partie très très vite sur certaines équipes. Alors il y a des retardataires. Je salue Tom une nouvelle fois, vous en avez parlé la semaine dernière. Beaucoup de retard là. C'est compliqué pour Memphis, c'est très compliqué pour Memphis, mais voilà, c'est quand même parti très très vite à l'Ouest, et faudrait pas non plus se retrouver, parce que tu parlais de finale de conf, Madiane, mais l'objectif aussi des Clippers, c'était peut-être de s'éviter des désavantages du terrain trop rapidement, quoi, finalement. Il y a un message dans notre conversation qui m'a beaucoup fait tilter hier soir, de Constant, on le salue, qui avait dit, par rapport au match du Clippers Rockets, les Clippers sont pas encore au niveau où ils doivent être. Et moi, ça m'a fait réfléchir à une question. En fait, je pense qu'on juge les Clippers comme si on était en 2020 encore.
peut-être en 2020-2021. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je regarde les cotes à Vegas au début de la saison, ils sont 9e pour gagner le titre. Je connais pas proche de moi quelqu'un qui m'a annoncé les Clippers, ne serait-ce qu'en finale de conf. Encore moins au titre. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends pas En fait, moi, j'ai un questionnement sur justement si je dois être optimiste ou pessimiste, c'est quoi l'objectif? Parce que, en fait, oui, il y a bien évidemment ce qui est déclaré. Mais c'est comme les années où parfois les Lakers nous ont annoncé qu'ils jouaient le titre alors qu'ils étaient à milieu de jouer le titre. Voilà, si on écoute les déclarations, il y a 15 équipes qui jouent le titre et 25 là, tout le monde qui joue jouent les playoffs, c'est le début de la saison, tout le monde est là, tout le monde est prêt. Exactement. Mais si on doit juger ces Clippers-là comme une équipe qui doit essayer de gagner un premier tour. Ah, c'est là où il y a une dissonance entre, en fait, parce que si on me dit, ah oui, mais t'as vu ce qu'ils ont investi pour essayer de gagner un tour, oui, mais il y a la réalité du terrain, en fait, et des joueurs. C'est-à-dire que Kawhi Leonard, on se pose des questions, Paul George, on se pose des questions, Russell Westbrook n'est plus le joueur qu'il était, James Harden, c'est un joueur qui s'est glissé dans le DH20, par exemple, on en parle, mais qui est vraiment à deux doigts d'en décrocher, d'en sortir. Donc moi, je serais plutôt optimiste. Si l'objectif, c'est de gagner un tour de playoff, je pense que oui, non, parce qu'on l'a pas dit encore ça, mais le fait d'avoir un ball handler, sur séquence, ils auront leurs 5 small ball que Ty Lue pourra pas s'empêcher de mettre parce que Ty Lue est critiquable sur certaines choses. Il va pas pouvoir s'empêcher de le mettre. Sur des séquences contre les Nuggets, c'est leurs 5 small ball qui les fait revenir parce qu'ils ont un porteur de balle dans un 5 small ball où ils peuvent mettre 4 mecs autour. Alors, ok, défensivement, ils peuvent pas finir un match avec ce 5-là, en particulier contre Jokic, mais sur des séquences, ils auront un 5 de playoff très très dangereux. Donc pour moi, on est face à une équipe qui peut passer un tour de playoff et en cela, ils sont pas super mal partis. Mais le truc de juger les Clippers vis-à-vis comme une équipe qui voudrait gagner le titre, pour moi, c'est une réflexion qui est périmée depuis 1 an, ou en tout cas depuis l'intersaison là. Madiane, une question du coup. Moi, je pense qu'effectivement, avant le début de la saison, tu me dis les Clippers le titre, je dis non. Et là, je dodeline de la tête en disant, bon, sous cette version, sans doute pas, parce que j'ai pointé les faiblesses et on les voit tous les trois, donc autant te dire que tous les coachs à l'Ouest les voient venir énormément. Mais par contre, on ne sait jamais comment la saison peut évoluer, et je dis que sous cette version-là, mais du coup avec les liftings qui sont absolument nécessaires et indispensables, ça peut effectivement passer 2 tours, arriver en finale de conf, et pour moi en finale de conf, pour moi c'est réussi. Parce que finale de conf, c'est déjà très très bien pour cette version-là. Et en soi, à l'Ouest, les Lakers ont fait finale de conf l'an dernier. Avec tout le retard à l'allumage, tous les problèmes qu'ils ont eu, etc. Ils font finale de conf. Donc c'est pas des objectifs irréalisables. Et oui, moi je parle pas de passer un tour de playoff, parce que moi je pense que si tu pars un tour de playoff et que derrière tu te prends un 4-0, ça va râler sans doute dans le front office. Donc il en faudra 2, je pense, pour que cette version puisse au moins peut-être se dire qu'ils vont rester ensemble et tenter encore quelque chose l'année d'après, mais ce sera de plus en plus difficile. Effectivement, moi je suis d'accord avec vous, ça dépend où on place le curseur, ça dépend des adversaires après la saison régulière, ça ce sera vraiment le facteur pour moi un peu déterminant, parce que tu peux très très vite te retrouver avec les Nuggets, on en parlait au second tour, hein, selon comment t'es placé. Après, il y a quand même, je trouve qu'en playoff, souvent on parle de rotations qui sont un peu plus serrées, à 7-8 joueurs, alors peut-être qu'ils ont perdu en ailier, etc., il y a les faiblesses qu'on a pointées, mais si tu limites à 7-8 avec les Terrence Mann, Norman Powell, les 2 pivots, je trouve ça correct. Les Clippers, c'est pas les pires. Donc, ils ont, voilà, selon comment ça se goupille, selon la chance, selon qui est disponible, selon comment tout ça prend un peu de synergie, on peut espérer pour eux, voilà, comme tu disais, Madiane. Est-ce que tes 2 pivots pourront rester sur le terrain? Parce qu'il y a contre beaucoup de monde où ils pourront peut-être pas forcément. Et ouais, tu te grilles ta transition, Adrien, mais on n'a pas cité son nom, mais PJ Tucker, par exemple, tu vois, pas viable. Oui. Pas viable. Oui. Pas viable. Parce que il y a 3 ans, ce serait ton small ball 5, par exemple. Exactement. Mais pas viable avec un 5 traditionnel. Voilà, comme ça on aura cité pratiquement tous les noms importants des Clippers, mais effectivement, transition un peu plus boitante, mais parlons d'une équipe qui, elle, vise le titre ou rien, hein, pratiquement, je pense qu'on peut le dire, malgré donc un échec la saison dernière. On en a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup entendu parler, les Bucks, bien sûr, les Milwaukee Bucks qui ont fini par récupérer. Alors, la surprise générale, peut-être pas, mais tout de même, c'était assez surprenant de voir Lillard qui était annoncé
du côté de la Floride pendant très très longtemps, lui finalement se retrouvait du côté des Bucks. Alors, je vais reciter rapidement les différents noms et les différentes équipes impliquées. On va pas revenir sur tout le monde, bien sûr. Mais donc, Milwaukee récupère Damian Lillard. Ça, c'est le principal. Portland s'est glissé là pour récupérer Jrue Holiday, qui ensuite est reparti du côté des Celtics. Mais aussi DeAndre Ayton, Toumani Camara et des pics. En veux-tu, en voilà, avec des swaps. Si vous voulez aller voir les détails, je vous invite à les lire. Ce sera beaucoup plus clair qu'à l'oral. Et Phoenix aussi était là-dedans, puisque vous avez entendu DeAndre Ayton. Phoenix qui a récupéré Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little et Keyon Johnson. Voilà pour les noms d'un grand trade. Mais surtout, j'ai envie de te lancer, Ben, sur les grands changements du côté des Bucks aussi. On a parlé de changement d'identité du côté des Clippers. Alors là, on va peut-être pas changer d'identité, mais l'équipe a été remaniée globalement du côté des Bucks. J'avais noté dans la rotation de la saison dernière, on avait évidemment Jrue Holiday, mais les Grayson Allen, vous en avez entendu parler, on a perdu Grayson Allen, on a perdu Joe Ingles, on a perdu Javon Carter, qui est du côté de Chicago maintenant, ou encore Wesley Matthews. Alors, ils n'ont pas tous contribué de la même façon, bien sûr, mais on a quand même changé beaucoup de choses et on a aussi changé le coach. Donc, un début de saison peut-être qui a été décevant pour certains observateurs, Ben, mais finalement, il est un peu tôt pour tirer la sonnette d'alarme. Beaucoup trop tôt. Alors franchement, on aurait parlé des Bucks il y a même une ou deux semaines, je me serais énervé. Pourquoi ? Parce que, alors remontons un peu en arrière. Les fidèles du podcast s'en souviendront, on a fait les post-mortem il y a quelques mois de ça, et on a fait le post-mortem des Bucks qui était un peu morose quand même. On expliquait que bon, on est face à une équipe où peut-être le tic-tac Giannis allait s'activer bientôt, parce qu'il allait arriver à la fin de son contrat, qu'on voyait pas trop les changements qui pouvaient être faits, qu'il y avait la situation de Brook Lopez, qui posait question, celle de Chris Middleton. On est donc à la mi-novembre. Faisons le bilan. Mike Budenholzer a été limogé, remplacé par Adrian Griffin. On ouvrira le dossier juste après. Moi, je m'amuse de voir que tout ce qui a été le fondement des critiques envers Budenholzer, justement, Griffin essaye de les corriger, avec plus ou moins de résultats. Mais bon, passons. Giannis a été prolongé. C'est quand même un peu important, comme c'est pas un détail dans l'histoire, c'est quand même super important d'avoir prolongé le deuxième meilleur joueur de ton histoire ou le premier, ça dépend, on va pas faire le débat. Et ensuite, tu as ramené dans une équipe où personnellement on pensait qu'il y avait aucune marge de manœuvre, tu as ramené un top 15 NBA qui s'ajoute à un coach qui a complètement renouvelé le staff, parce qu'on n'est pas sur un coach assistant qui a réussi à avoir une promotion à l'intérieur de la franchise, mais on est sur un coach assistant d'une autre franchise qui a donc ramené un staff nouveau. Il y avait Terry Stotts qui avait déjà coaché du côté des Bucks, il est plus là. Il y a Joe Prunty qui avait déjà coaché du côté des Bucks, mais avant l'ère Budenholzer. Donc en fait, tu as révolutionné une partie de ton effectif, tu as révolutionné ton coaching staff. L'effectif, j'en parle même pas, mais il y a une dose de jeunesse qui a été implantée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rétament sur les premiers jours et les premiers matchs. On va en parler, il y a plein de raisons à cela. Mais les Bucks, ils jouent pas leur saison au 15 novembre, en fait. Les Bucks, on jugera de leur saison en juillet. Je ne comprends pas vraiment l'inquiétude. Alors, on va y revenir. Oui, défensivement, Adrian Griffin, elle a un peu joué à l'apprenti sorcier. Il a tenté des trucs qui étaient pas très, très inspirés. En fait, on lui a dit, bon, alors Budenholzer, il a joué en drop pendant 4 ans, on veut des nouvelles choses. Ok, drop, zone, on fait aussi sortir Brook Lopez au large, etc. On fait tout, les gars. Mais il faut pas s'inquiéter. Ils sont déjà 3e à l'Est, alors qu'ils ont fait un début de saison, entre guillemets, catastrophique. Pas d'inquiétude. Diane, je veux pas orienter la question non plus sur ce changement, sur les premières inquiétudes, en tout cas sur les nouveaux Bucks, les expériences des nouveaux Bucks. Ah oui, avec 70% de victoire, c'est très inquiétant, hein, ces Bucks. Le coaching staff est déjà en danger. Plus sérieusement, il y a un truc qui est important, c'est que il y a un renouvellement. Mais c'est pas un renouvellement en plus sur une seule saison. Parce que si tu regardes dans le détail, tu as Giannis pour encore longtemps, tu as Damian Lillard pour longtemps, tu as encore Chris Middleton pour encore, allez, je dirais 2 saisons de plus, parce que je pense qu'il prend son option. T'as encore Brook Lopez l'an prochain, t'as encore Bobby Portis l'an prochain, t'as encore Pat Connaughton l'an prochain. Et en fait, t'as toute ton ossature, elle est là pour 2 ans. Enfin, c'est ça qui est incroyable dans le move de cet été, c'est que tu t'es créé une nouvelle line-up, une nouvelle ossature, qui n'est pas là que pour 1 an. Parce que côté Clippers, on vient d'en parler, c'est déjà plus tendancieux sur le fait que est-ce que tu réussis à maintenir ça encore 1 an de plus. Là, tu sais que t'as du beau matos pour 2 ans. Tu prolonges 1 mois après ce trade du coup de Giannis qui reste. Franchement,
Est-ce que quelqu'un veut débattre de Siege Holiday, que j'adore, hein, et Giannis et Damian Lillard, c'est dans la même cour? Bah non, c'est pas la même cour, c'est différent. Voilà, c'est plutôt positif. Après, oui, le jeu change, il y a des adaptations, mais est-ce qu'on préfère pas une équipe qui va peut-être finir 2, 3 et en vrai, ils sont encore dans le train pour être premiers à l'Est et très largement, plutôt que les anciennes équipes de Budenholzer qui, bah du coup, bah tout le monde leur râlait dessus, mais qui écrasaient la conférence Est en 3/4 temps toute l'année et puis qui du coup nous ont offert 2 années différentes, des sorties de piste très tôt dans la post-season. Donc moi je pense sincèrement que il y a pas le feu au lac. Le trade, il est tout à fait compréhensible et c'est même la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. C'est un trade d'opportunité que tu as pu faire. Et puis on voit le jeu qui change et on parlera du jeu après, mais il faut laisser le temps à tout ça à se mettre en place. Et s'ils étaient déjà prêts là, du coup, au 20 novembre, ce serait même très étonnant. Ouais, je vais résumer un peu vos deux avis que je partage évidemment. Il y a, comme tu le disais Ben, la question temporalité, la question de la pression du cas de Giannis qui a été réglée par ce trade, en tout cas au moins à court terme. Et il y a aussi la critique terrain numéro 1 que tu viens d'évoquer, Madiane, qui était grosso modo le clutch quand on arrivait en playoff des Bucks et que oui, Giannis n'est pas le profil à avoir la balle et mettre un grand pull-up. Du coup, on avait parfois une dépendance à Chris Middleton. Bon, bah, tu fais venir Damian Lillard. Qui de mieux que Damian Lillard dans cette ligue, à part peut-être Steph, pour prendre des grands pull-ups à 3 points. Voilà, je schématise évidemment, mais c'est un peu l'idée. Et derrière cette idée, pour l'instant, pas de panique aussi. J'avais noté que voilà, il y a des expérimentations, comme tu disais, Ben, en défense. Il tente de nouvelles choses. On n'est plus uniquement sur du drop. Griffin veut un peu varier tout ça. Et c'est pas si mal. Il y a plus de turnover, de déflexion. Alors oui, des fois, tu prends l'eau face aux Raptors. Oui, bon, ce sont des choses qui arrivent quand tu tentes différentes défenses des zones. Mais jusque-là, si on prend le 5 majeur, j'avais noté, le 5e majeur, il est dans le 84e centile en défense des line-up de la ligue. Donc ça va. La défense, elle tient encore avec Damian Lillard. Donc c'est avec Beasley. Évidemment, derrière Chris Middleton, Antetokounmpo et Brook Lopez. Alors les autres questions, évidemment, et on verra au fur et à mesure quand on développera, c'est pour moi toujours, il faut allumer un cierge pour que Brook Lopez reste en santé, ne soit pas trop mis à contribution pendant la saison régulière. Mais justement, parmi les expérimentations, on a vu notamment je crois que c'est face à Brooklyn, vers la fin du match, où Giannis était utilisé par Griffin en 5. Et on en a souvent parlé chez Dunk Hebdo de Giannis Antetokounmpo en 5, qui serait retrouvé à faire des blocs très, très clutch et aussi en tant que screener poser de vrais problèmes. Parce que oui, bah voilà, des pick and roll, c'est ce qu'on va pouvoir développer. Le pick and roll Lillard Giannis et même Chris Middleton Giannis, puisque tu peux un peu alterner. Bah, ce sont des nouvelles armes que tu n'avais pas avant et qui sont des armes qui te serviront majoritairement une fois arrivé en playoff. Et qui est utilisé avec beaucoup de parcimonie, hein, le pick and roll Giannis Lillard. Il le joue pas tant que ça, en fait. Je pensais qu'il allait le jouer plus. En fait, Adrian Griffin, il coach pas tellement pour cette saison. J'ai l'impression qu'il coach pour les 2-3 prochaines années en soi. Comme vous l'avez dit, ils ont un effectif pour 2 ans. Après, quid de est-ce que tu auras encore vraiment en bonne santé Lopez et Middleton dans 2 ans? Bon, ça, on sait pas vraiment. En gros, si on résume, hein, mais Budenholzer, il a été viré pourquoi? Première chose, gestion des fins de match serrées de playoff. Bon, ça, c'est un truc qu'on pourra pas juger Griffin maintenant. Faut attendre. Deuxième chose, l'aspect complètement dogmatique sur les couvertures défensives et même le jeu offensif. Griffin tente des choses. Alors bon, il joue beaucoup plus en drop sur les 3-4 derniers matchs. Hein. En fait, ils se sont rendus compte que bon, Brook Lopez au large, bon, c'est pas ouf comme idée quand même. Mettons-le près du cercle, c'est un peu mieux. Mais effectivement, il y a eu des tentatives, par exemple, avec Giannis en 5. Et dernière chose, et qui est pour moi la plus importante, hein, c'est l'aversion de Budenholzer envers les jeunes joueurs. Il fait pas jouer les jeunes, Budenholzer. C'est très intéressant ce que tu as dit, Adrien, sur les mecs qui sont partis. Joe Ingles, 450 ans, en 35 ou 36. Wes Matthews, autant. 30, bref. Grayson Allen un peu plus jeune, etc. Javon Carter aussi, 27, 28. À la place, cette année, beaucoup de mise en avant de Andre Jackson, le rookie, qui est titulaire sur les 2 derniers matchs, du coup. Marjon Beauchamp, blessé à l'heure actuelle, mais ils veulent le mettre en avant aussi. Pourquoi? Parce qu'on l'avait dit dans notre post-mortem sur les Bucks, le problème des Bucks, c'était de ne pas sortir de jeunes, entre guillemets, à bas coût pour avoir une constance sur les role-players d'année en année. Ils allaient
ils allaient bricoler avec des mecs au minimum vétérans sans trop savoir. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que le jeune André Jackson, il a pas de tir, en fait, pour l'instant. Alors moi, je suis pas NCAA, donc c'est les premiers matchs que j'ai vus. Il a pas vraiment de tir. Par contre, il apporte de l'énergie. Et il apporte beaucoup de choses que les Bucks font pas. Par exemple, il boxe out pas. Il boxe un Giannis, il a pas le temps pour ça. Donc, ils apportent plein de choses. Et ça, bien évidemment, de responsabiliser les jeunes, tu vas avoir des erreurs, des turnovers un peu bêtes, etc. Ce que n'a pas fait Budenholzer, parce qu'il était dans une approche très efficiente de la saison régulière. Mais en fait, tu peux pas te plaindre de ce que fait Griffin, alors que c'est l'inverse de ce que faisait Budenholzer et qui recevait aussi des critiques, en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec, en fait, d'où, du coup, on peut défendre ces critiques-là. J'ai beaucoup de mal avec ça. Madiane, je t'ai vu beaucoup hocher de la tête. Oui, je suis parfaitement en phase et il y a quelque chose aussi, bah voilà, typiquement, on peut regarder sur la construction de l'attaque. Alors il y a à peu près la même proportion de tirs, mais c'est pas exactement les mêmes quand on rentre dans le détail. On voit qu'il y a la même proportion de tirs à 2 points, 3 points, on se dit tiens, l'attaque a pas spécialement changé. Puis on regarde le nombre de tirs assistés, non assistés et la réussite au tir lorsqu'il n'y a pas de passe décisive. Eh ben, elle a sacrément augmenté. Et même sur un faible échantillon de match, 5 points de différence, c'est énorme. C'est pas un peu de tir sans passe décisive avant, c'est beaucoup plus. Et on en revenait à cette question du clutch. Et cette question-là, les Bucks, ils étaient difficilement capables de sceller les matchs à cause de cette incapacité à pouvoir mettre des tirs sans forcément mettre en place un jeu et pouvoir libérer, notamment dans les fins de match où là, forcément, tout se resserre, les défenses resserrent, les possessions sont beaucoup plus hachées et donc du coup, tu as moins de capacité à trouver la passe facile pour un tir ouvert. Eh ben, c'est un très bon signe de voir justement cette proportion augmentée de tirs non assistés parce que c'est ce sur quoi tu dois travailler et c'est ce qui te permettra de gagner ces éléments clutch. Donc, pareil, encore une fois, c'est une critique de l'an dernier. On voit que ça change et ça change avec une réussite au tir et un true shooting qui monte. Donc, ça veut bien dire que ça part quand même légèrement dans la bonne direction. C'est-à-dire que on peut parler de la défense, mais côté attaque, ça s'améliore légèrement. C'est pas mieux, c'est du fine tuning, mais c'est légèrement mieux avec des tirs qui seront beaucoup plus transposables en playoff. Bah, c'est extrêmement positif pour cette équipe des Bucks. Et encore, on est qu'au tout début de la saison. Ils auront le temps de venir rouler sur l'Est et de venir rouler sur toutes les équipes venues pour tanker, pour s'adapter, chercher des choses, etc. La saison régulière, il n'y a aucun doute que les Bucks auront l'avantage du terrain à la fin de la saison. C'est la seule question importante. Après le reste, ça se jouera face aux Celtics, face aux Heat, face aux Sixers, et c'est une autre paire de manches. J'avais noté une stat qui va dans ton sens aussi sur l'attaque de mi-terrain, en fait, tout simplement, des Bucks. Leur attaque de mi-terrain, l'année dernière, ils étaient 12e pour le moment. Alors, on est sur une dizaine de matchs, hein, c'est pas beaucoup plus, mais c'est quand même un petit peu plus qu'Harden. Mais pour le moment, ils sont 4e. Et c'est 4e avec plus 4 points par possession sur le demi-terrain. Donc, c'est clairement, c'est une nette amélioration, justement, en vue de ces joutes de playoff. Et pour toi, Ben, qui parlait du pick and roll Lillard-Giannis, alors on l'a pas beaucoup vu, mais il est super efficace. Alors, si on reprend le pick and roll, ball handler, alors général de l'équipe, forcément, ils sont premiers au nombre de points par possession. Alors, ils sont 14e ou 15e, je sais plus en fréquence, je le retrouve plus dans mes notes. Ils étaient en tout cas au milieu de la ligue. Mais ils sont premiers, et ils sont premiers aussi en shooting foul, donc ils provoquent énormément de lancers francs. D'ailleurs, les deux, malgré au tir, c'est pas top pour l'instant pour Lillard, je pense notamment parce qu'il provoque beaucoup de fautes. C'est toujours le cas pour Giannis, évidemment. Ils sont aussi deuxième en N1, donc ils mettent aussi beaucoup de paniers. Bref, ça se passe très très bien. Leur pick and roll pose pas de problème pour le moment. C'est l'expérimentation, vous l'avez bien dit tous les deux, on va pas épiloguer pendant 1000 ans là-dessus, mais effectivement, pour le moment, on essaye des choses. Et l'avantage par rapport aux Clippers qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que, et tu l'avais dit Madiane aussi, on est plus que dans le positif, en fait, au niveau du bilan. Donc, c'est pas trop grave, on prend pas de retard à l'allumage, juste, on essaye de nouvelles choses et de corriger, comme tu le disais Ben, ce qui était nos faiblesses jusque-là. Alors, est-ce que ça suffira sur cette saison ? C'est une autre question. C'est ça, c'est qu'en gros, si on coupe aux 9 premiers matchs, parce qu'en fait, là, ils sont sur une série de 4 victoires quand on enregistre. En gros, le problème des 9 premiers matchs, c'est qu'ils se prenaient des camions de transition, en fait. Alors, première chose, ça, par exemple, pour moi, il y a eu un peu un biais de confirmation de beaucoup. Attention, ça, c'est l'absence de Jrue Holiday. Historiquement, ils ont toujours pris beaucoup de transitions, les Bucks, même sous Budenholzer. Ils ont toujours été dans les 10 ou
15 derniers NBA en termes de fréquence de transition chez les adversaires, parce que les adversaires sont pas bêtes, ils savent que sur attaque placée, c'est extrêmement dur d'attaquer les Bucks, donc ils ont beaucoup attaqué transition. Le vrai problème, c'était le volume, en fait. Ils prenaient 40% de leurs tirs ratés, qui est résultat en rebond, devenait des transitions. Alors, au bout d'un moment, tu peux pas défendre. C'est un peu compliqué quand même. C'est 40%, on est sur genre les équipes qui sont 27-28 sont à 32, 33. Enfin, pour vous dire, les Rockets dont on a parlé la semaine dernière sont à 10. Donc, vous voyez, bref. Ça a été plus ou moins corrigé avec ce sur quoi ils sont revenus. Et là, pour moi, la suite, on en t'en parlait, Adrien, c'est, en fait, plutôt que ce qu'a fait Griffin un peu dans, je sais pas, il a voulu un peu bomber le torse. J'essaye tout en 9 matchs. J'essaye petit à petit, par exemple, le pick and roll, j'essaie de voir comment je peux le jouer. Les séquences, comme tu en parlais, Madiane, sans passes décisives avec des passes décisives, j'essaye de les varier. Alors, il y a des moments, ils tombent dans la caricature, c'est le 3e quart contre les Mavericks, où ils se prennent un run parce qu'ils arrêtent de faire des passes, en fait. Tout d'un coup, ils se disent, bon, bah, allez, on va faire un concours de playground. Mais, moi, en fait, je peux pas en vouloir à Griffin de tenter, par exemple, sur ce qui est du pick and roll, de la manière d'intégrer des joueurs comme les jeunes qui ont peut-être moins la capacité à être dans du catch and shoot ou qui vont être obligés d'être un peu loin du ballon dans des séquences de playoff, les intégrer sur des cuts, les intégrer sur des séquences où ils doivent plus être poseurs d'écran, etc. En fait, ils construisent leur équipe pour les playoffs. Donc, moi, en fait, je trouve que c'est bien de parler des Bucks parce que c'est un sujet qu'il faut aborder pour dire que c'est un non-sujet, ce qui est une espèce de paradoxe génial, mais c'est ça. Le seul truc, par contre, les gars, moi, je pense pas que Brook Lopez, tu l'avais déjà dit, hein, Adrien, il n'a pas 82 matchs comme les 4-5 derniers qu'il fait. Hein. J'y crois pas une seconde. Ouais, c'est pour ça que justement l'expérience Giannis en 5, on est peut-être amené à la revoir, notamment voilà, c'est ce qui peut-être te permet aussi de quand tu fais jouer les jeunes. Après il y a Bobby Portis, mais la rotation au poste 5, tout comme la rotation au poste 1, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a vu avec ce trade, c'est que bon, tu as récupéré Cameron Payne quelque part dans les free agents, mais il faut faire attention à la main. Alors il te reste toujours, après tu pourras jouer comme tu jouais avant entre guillemets avec Chris Middleton s'il n'est pas trop blessé. Et Giannis, mais voilà, il y a peut-être quelques inquiétudes à voir au niveau de la profondeur ici et là. Est-ce que ça t'inquiète, toi, d'ailleurs, Madiane? Oui, c'est peut-être le point où bah, forcément ils ont plus la capacité de sortir plus de joueurs et forcément c'est toujours la théorie de Tom. Quand un joueur se blesse, c'est le remplaçant, sauf que là le remplaçant il est d'encore moins bonne qualité et c'est un truc qu'ils avaient moins avant. C'est lors de leur conquête du titre, je n'ai plus exactement en mémoire qui se blesse, mais c'est un joueur important de leur rotation. Ça m'échappe. C'est pas Pat Connaughton qui se blesse pendant leur run vers je le l'ai plus en titre. tête non plus. Bon, ils ont quand même un joueur important de la rotation qui se blesse et ils arrivent quand même à jouer. Je ne sais plus le nom et ça va mince. J'ai oublié de le noter, mais du coup voilà, typiquement ils perdent un joueur de leur rotation, mais ils arrivent quand même à jouer. Et moi je pense qu'ils ont plus cette marge de manœuvre parce que forcément, Damian Lillard c'est meilleur que Jrue Holiday à part chez les 2-3 du fond qui fument de la weed, mais c'est meilleur. Donc t'as forcément perdu dans ce trade un peu de rotation, donc t'es un peu plus exposé. C'est un risque. Mais je pense que cette version souffre moins des limitations qu'avait la version des Bucks qui s'est présentée face aux Heat parce que forcément ils avaient du mal à conclure les matchs et c'est à chaque fois c'est Donte DiVincenzo qui se blesse. Merci Ben. Et du coup ils perdent quand même un joueur clé lors de cette conquête du titre et là si ça leur arrive ça va vraiment devenir très compliqué. Typiquement tu perds un Bisley, je commence à me poser des questions. Donc, alors que Bisley n'est pas un joueur importantissime normalement. Donc, il faudra faire attention à ça et le facteur blessure va être primordial. Mais en soi, tu peux pas gagner un titre généralement si le facteur de blessure te tape dessus. Ça arrive quasiment jamais. Ouais, c'est un peu le pendant de ce que je disais tout à l'heure. Ils ont sacrifié la rotation à 7-8 pour être plus fort sur sur le 5 majeur ou en tout cas les 4 grosses têtes d'affiche. Ben, je t'ai vu réagir aussi à cette histoire de blessure. Tu parlais de Beasley. Le vrai problème des Bucks, c'est quand même que je les défends. Et oui, j'ai un biais très prononcé envers Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, bien évidemment. Le point of attack, c'est un peu compliqué quand même. Et ils auront besoin que...
Alors, soit le rêve des fans des Bucks, ils trade pour Caruso. Bonjour Adrien, qui me paraît un petit peu compliqué, mais bon, on m'aurait dit il y a 3 mois qu'il tradait pour Lillard, j'aurais rigolé, donc bon, je m'avance plus maintenant. Mais oui, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est-à-dire que oui, Damian Lillard va devoir avoir un très très bon rendement sur ce qui est du basket de playoff si ils sont autant en difficulté. Mais ça, c'était une partie de l'équation qu'on avait déjà intégrée dès le trade. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vais citer Seth Partnow qui est dans le podcast de The Athletic, qui avait sorti un podcast justement au moment où les Bucks étaient vraiment dans le plus bas et qui avait dit, moi par exemple sur la défense, ma surprise c'est pas qu'elle soit moins bonne, c'est qu'elle soit mauvaise. Et c'est pour ça en fait, pour moi ça résume un peu la clé des Bucks, c'est que s'ils ont une moins bonne défense, mais que dans le clutch, comme ils l'ont montré dans le match contre Dallas, ils sont beaucoup plus viables parce qu'ils ont un mec qui peut pull up à 9 mètres, c'est le deal, il est bon en fait, c'est validé, le choix est validé, c'est ça la question. Après, il y a eu beaucoup de questions sur le début de saison de Lillard au tir. Il a aussi mal démarré en 2021-2022. Bon, moi, je sais pas vous, mais je m'inquiète pas de ouf. ça va. Non, c'est sûr. Mais sur ton histoire du point of attack, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme tu le disais, il le savait au moment du trade. Tu sais ce que tu fais. Peut-être qu'il y a aussi une analyse de la conjoncture, et c'est-à-dire de la conférence Est au final. Et c'est vrai qu'à l'Est, t'es peut-être pas là où tu as les points of attack au poste 1 qui te font le plus peur. Alors évidemment, il y a Tyrese Haliburton peut-être qui est le premier qui va venir en tête. Il faut faire attention aux Knicks avec Jalen Brunson et les Cavs. Grosso modo. Après, on verra si les Hawks arrivent à se reglisser, mais pour le moment, ils sont un peu loin derrière. Ça dépend où tu mets Maxi aussi. Oui, ça dépend. Voilà, ça dépend où tu mets Maxi. Mais en tout cas, tes gros rivaux, ils sont voilà. Donc les Sixers, mais aussi les Celtics, c'est peut-être pas là où tu as le plus de problèmes. Mais justement, tu vas te retrouver face à ton Jrue Holiday. Ça peut être intéressant dans cette optique-là. Mais en tout cas, voilà. Au global, c'est peut-être pas où là tu as le plus de risque de prendre vraiment, de prendre très très fort l'eau sur le point of attack. Ça reste compliqué. On est bien d'accord que de toute façon en NBA en 2023, 2024, si tu n'as pas une bonne défense du point of attack, tu peux vite te faire déborder. Mais peut-être qu'ils se disent que, comme tu dis, dans l'échange on perd la défense pour gagner le grand pull-up, on a l'avantage d'être à l'Est et d'avoir peut-être moins de chances de croiser un Luka ou un Shai Gilgeous-Alexander ou un De'Aaron Fox, enfin quelqu'un qui va vraiment appuyer très très fort sur la défense du point of attack. Et quel est ton adversaire? Parce que en soi, on a cité, à part les Celtics, est-ce que une des autres équipes est vraiment contender? Pas vraiment. Si tu perds contre une des autres équipes, c'est un échec. C'est un échec. Ouais, c'est un échec. C'est pas sur ce facteur-là aussi que tu perdras. Enfin, t'es censé dominer tellement sur les autres facteurs que tu pourras pas te cacher derrière. Mais t'as déjà perdu contre justement pas les Celtics. Tu as déjà perdu contre les pas dieux les de Miami. Ah bah, vu leur réussite au tir sur la série, oui, les zombies. Moi, j'adore l'expression les zombies. C'est une expression magique trouvée par Alan, mais vraiment, non, enfin, le but, c'est d'affronter les Celtics. Donc, de toute façon, t'as déjà perdu contre ces équipes avant. Donc, sous la version d'avant. Donc, en soi, est-ce que vraiment, tu es plus exposé aujourd'hui qu'avant? Je suis pas convaincu parce qu'en fait, avant, t'as déjà été exposé à ces équipes. Et contre les Sixers, ils sont à 2 doigts de sortir aussi, hein. Donc, c'est pas que le hit, hein. Enfin, les Sixers, c'est compliqué aussi. Donc, non, moi, je pense que c'est une bonne chose d'essayer différemment parce que on rappelle le post-mortem, mais quand on en sort, on se pose la question de comment est-ce qu'ils vont faire pour se renouveler suffisamment pour redevenir un contender sérieux. Ils le sont de nouveau. Ils ont quelque chose de nouveau. Donc, moi, je pense que ça évolue dans le très bon sens. Ouais, vu qu'on a déjà parlé inquiétude, optimiste, on va pas conclure là-dessus, mais justement, Ben, peut-être que la formule de Madiane est bonne, c'est que finalement, en fait, ce qui est surtout positif là-dedans, c'est que par rapport à là où on était au début de l'été, on a retrouvé de l'optimiste à court terme, en tout cas court moyen terme même, du côté des Bucks, et on n'a plus peur de la fin de l'ère Giannis qui arriverait plus tôt que prévu, quoi, finalement. C'est ça. C'est parce qu'en fait, il faut se rappeler à l'été, il y avait, surtout au moment après le limogeage de Budenholzer, avant l'embauche de Griffin, il y avait donc ce moment bizarre où, oui, je tiens à le dire parce que je vois que c'est souvent répété, oui, Mike Budenholzer est un excellentissime coach. Le problème de Budenholzer, on l'a déjà dit, c'est que ses faiblesses te tuent sur une série de playoffs, en fait. C'est-à-dire que c'est un magnifique
c'est peut-être le coach qui a le meilleur plancher de la NBA, peut-être sur la saison régulière. En fait, c'est un magnifique artificier pour la saison régulière, mais ça, ces problèmes de gestion de fin de match, etc., te tuent. Donc, Et ce manque d'adaptation, peut-être. D'adaptation, exactement. Donc, tu étais dans cette situation où tu perdais un très bon coach, tu étais un peu dans l'inconnu, et tu avais, on l'avait dit, le tic-tac de Giannis. Là, tu es dans une situation où tu as 2 mecs du top 15 des H20. C'est la seule équipe qui a ça avec les Lakers, et le supporting cast est pas de la même qualité des deux côtés. Donc, t'es plutôt bien positionné, on va être honnête, dans une conférence Est où c'est ça l'avantage de la conférence Est, on va être honnête. Ils peuvent tester autant qu'ils veulent, ils seront top 3 en fait. Enfin, je vois pas trop de monde où ils sont pas top 3. Et dernière chose qu'on n'a pas dit, alors c'est pas encore le cas, parce qu'ils continuent de se faire détruire dans les minutes où Giannis joue pas. Mais ils ont cet espoir d'être beaucoup plus viables dans les minutes sans Giannis. Ça commence à s'améliorer. Sur les 4-5 derniers matchs, il y a un match que Giannis manque et où il tourne. Ils font un run sans Giannis ni Lillard dans je sais plus quel des matchs. Donc ça commence à avancer. Mais ça, ce fait de se dire on est de moins en moins Giannis dépendant, qui aurait pu l'imaginer au début de l'été? Donc c'est un franc succès pour eux. De là où il part, en fait, c'est ça aussi dans des questions de jugement des équipes. Regardons où elles étaient au début de l'été, regardons où elles sont maintenant. Enfin, moi, je trouve que c'est un franc succès pour les Bucks. Et oui, moi, je l'ai dit au moment du trade, c'est mon favori pour l'Est. Je maintiens que ça reste mon favori pour l'Est. Et il y a un truc sur lequel il faut s'habituer quand on juge des équipes. Et ça, je sais que c'est très dur parce que même moi, j'ai du mal avec ça. Et c'est terrible. Et on n'est plus à l'ère des Cavs et des Warriors. On n'est plus dans cette ère-là. Avant, pour gagner un titre, il fallait être parfait. Mais si on n'était pas parfait de chez parfait, bah rentre chez toi, de toute façon, ça sert à rien. Et là, on est dans l'ère où les équipes qui gagnent le titre ont des petites faiblesses à droite, à gauche, quoique les Nuggets sont très complets, mais voilà, il y a des choses dans chacune des équipes qui a gagné le titre après cette ère-là. On peut se dire oui, mais attention là et attention là. Et il faut s'habituer à ça. Donc ces Bucks-là ont une tête d'équipe qui peut remporter le titre. Évidemment, ils ont des faiblesses, mais aucune des équipes qui a gagné le titre récemment n'était parfaite. Ça n'existe pas de toute façon. Cette ère-là est révolue dans la NBA pour l'instant. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors que tu as ouvert ta fenêtre de titre en grand, sachant que quand on sortait des derniers playoffs, on était en train de se dire qu'elle était en train de se refermer, t'as fait un bon deal. Effectivement, deal parfait. Mais puisqu'on en est à la fin et qu'on cale les dernières choses qui nous viennent en tête, juste parce que Ben, tu m'y fais penser, c'est vrai qu'il y a autour du cas de Giannis, on a très peu parlé de Giannis en tant qu'individu. On en a parlé de lui beaucoup dans le DH20, bien sûr. Il a terminé 2e cette année. Mais donc Giannis, Traître. qui commençait, j'en profite, qui commençait un peu à faire évoluer aussi son profil, à prendre un peu plus de mi-distance. Voilà ce qui lui était aussi reproché. C'était parmi les reproches autour des Bucks la saison dernière. Et ben là, il en prend beaucoup moins. Aussi, il a beaucoup moins besoin de s'écarter et de prendre ses tirs, puisque justement, Lillard sert à ça. Donc, on va peut-être aussi retrouver le Giannis, entre guillemets, qui fait peur et qui pourrait retrouver, je vais plutôt finir sur une note positive pour pas me faire gronder, qui pourrait retrouver comme ça, de la même façon, la première place du DH20, éventuellement, mais on n'en est pas encore là. 14 sur 14 au panier. Alors, la défense au panier du cercle des Mavericks, c'est pas imperméable, clairement, mais 14 sur 14, moi je l'ai toujours dit, Giannis, il y a un truc paradoxal, c'est qu'en fait, quand il est pas en confiance, il prend des tirs externes qui sont pas censés être son tir préférentiel. Ce qui n'est pas la confiance, du coup. Ce qui est pas la confiance. Il y a toujours eu ce truc que j'ai noté chez lui, que j'ai jamais trop compris, mais que j'adorerais lui poser la question, en fait, parce que ça se voit, en fait. Giannis tente des tirs extérieurs quand il est pas en confiance, ce qui altère sa confiance encore plus. Mais là, tu vois qu'il cherche vraiment à finir au cercle et qu'il retrouve ce côté dominant. On l'avait dit ça aussi dans le DH20 un peu, c'est une saison importante pour Giannis quand même, parce que on a vu passer des dingueries sur Twitter et sur X sur Giannis que moi je m'explique toujours pas. Donc c'est une saison importante pour lui. Il a re-signé. C'est une saison où ils doivent aller en finale de conf. En fait, faut aussi se dire que je pense que dans la tête des fans des Bucks et surtout des proprios des Bucks, plus que le titre, il y a ce truc de se dire, dans la bulle, on sort au premier tour alors qu'on est les favoris à l'Est. On sort au premier tour l'année dernière alors qu'on est les favoris à l'Est. Peut-être que plus que de gagner le titre au final, il faut peut-être arrêter les désillusions.
Ouais. Et ça permet aussi de faire un refresh mental aussi, de changer peut-être la mouture de l'équipe pour éviter, voilà, retrouver une culture de la gagne. Tiens, Madiane, pour en citer une équipe dont on a parlé un peu plus tôt. Alors, je vais arrêter d'ouvrir des parenthèses ici et là. On va conclure. On arrive à l'heure. Finalement, on l'a fait. Heure de podcast pour aujourd'hui. On est dans les temps cette fois-ci, en tout cas à peu près. Donc, un podcast pour tempérer finalement les inquiétudes. Au final, que ce soit du côté des Bucks, où on est beaucoup moins inquiet forcément, mais même du côté des Clippers. Évidemment, on aura l'occasion de refaire un point. Peut-être sur ces deux équipes, mais aussi sur tout le monde, avec le 4 quarts qui arrive vite. Je ne sais pas si tu as le calendrier en tête, Ben, la première épisode du 4 quarts. Moins vite que prévu, parce que vous étiez pas là la semaine dernière. Alors, je révèle des off, on se disait aussi, nous, le 4 quarts, il va arriver vite. Sauf qu'en fait, il y a une pause à cause du in-season tournament. Donc, en fait, il va pas arriver si tôt que ça. Alors, pour ceux qui sont pas sur YouTube, Adrien a fait un grand geste de dépit. Donc... Oui, bon, le in-season tournament, vous avez le podcast de la semaine dernière pour voir que c'est pas chez Dunk Hebdo qu'il a le plus grand nombre de fans, même s'il y a Gabin qu'on salue. Attendez, est-ce que quelqu'un a suivi les groupes? Attendez, mais je suis super hypé, je vais regarder où ils en sont. Non, je m'en fous. Ouais, alors on devrait insérer un petit audio de Gabin là, parce que chez nous il y a Gabin qui est hype. Donc il faut rendre à ses... Peut-être qu'on est trop vieux. C'est comme les courses sprint en F1, ça sert à rien. On en arrive aux comparaisons approximatives. Donc effectivement, voilà. Donc pour le 4 quarts, ça prendra un peu de temps. Voilà, on va peut-être devoir reparler de ce fameux in-season tournament. On vous prépare aussi d'autres sujets. On a d'autres sujets en tête, bien entendu. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés une nouvelle fois cette semaine pendant 1 heure. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Évidemment, on vous souhaite encore une excellente suite de saison, peu importe quelle équipe vous supportez. Bon courage à ceux de fin de classement, aux camarades de la Bulls Nation au passage. Aux amis aussi des Grizzlies, tout ça. Et des Pistons, les gars, parce que les Pistons, on va en parler un jour. Hein. On va en parler. Oui, de toute façon, le début de saison chez Dunk Hebdo, et je finirai par ça, souvent on essaye de parler un peu plus des équipes en difficulté, les équipes qu'on ne retrouve pas en fin de saison. Donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. On se donne rendez-vous dans une semaine. Merci Madiane, merci Ben, et puis bonne fin de journée. Salut. Merci Adrien. Salut.